Bienvenue à toutes et à tous, une fois de plus sur cette émission. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème spécifique. Je pense que pour la plupart, vous avez appris le décès de l'ancien président John Rawlings. C'est donc de cela que nous allons parler sur Convainc-moi ce matin. John Jerry Rawlings, une icône de moins, hommage et parcours du soldat. C'est de cela que nous débattons ce matin. Au Ghana, donc, l'ex-président John Jerry Rawlings est décédé jeudi dernier à l'âge de 13 ans dans un hôpital de la capitale ghanéenne d'Accra. Il s'en est suivi des hommages qui fusèrent de partout dans le monde. Déclarations officielles, communiqués, tweets, tous les moyens étaient bons pour pleurer et saluer la mémoire de l'illustre disparu. John Rawlings a rejoint le panthéon des rares chefs d'État africains qui ont marqué positivement la mémoire de leur pays sur le plan continental, mais aussi sur le plan mondial. Pourtant, le CV de l'homme fut particulier car avant de poser les bases d'une démocratie souvent considérée comme exemplaire en Afrique, aujourd'hui, Rawlings a à son actif 2 coups d'État quand même, 2 coups d'État militaires et une centaine d'exécutions sommaires d'opposants. Dans un hommage à Jerry Rawlings, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, déclare « Un grand arbre est tombé et le Ghana est plus pauvre pour cette perte ». Afin de revenir dans les sillages du parcours de l'homme, cet homme particulier qu'est John Jerry Rawlings, nous recevons ce matin M. Morgan Metondi Assogba, consultant et analyste en relations internationales. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame. Je pense que vous le savez désormais, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Il est toujours partagé. Alors, du putsch à la gloire, qui est John Jerry Rawlings? Un bref cours d'histoire pour nous rafraîchir la mémoire. Alors, le cours d'histoire, je pense que vous l'avez déjà donné à votre introduction. C'est réellement quelqu'un qui est parti du putsch et qui est redevenu un démocrate hors pair puisqu'il est considéré comme celui qui a initié le multipartisme dont bénéficie aujourd'hui le Ghana comme étant faisant partie l'un des pays africains les plus stables démocratiquement où vous avez l'alternance sans aucun souci. Mais il faut aussi noter que c'est quelqu'un qui n'est pas parti d'un putsch simplement pour faire un putsch. Il a fait un état des lieux, il a été soutenu par ses confrères et il fut un moment où il n'avait même pas réussi son putsch pour la première fois. Et il avait été condamné. Et il était censé être exécuté, sinon passer tout le restant de sa vie en prison. Mais ce sont ses confrères, après un speech qu'il a fait lorsqu'on lui a demandé de prendre la parole et de se défendre, qui ont décidé d'organiser ce qu'on pourrait appeler un prison break pour M. Rawlings et l'ont carrément porté à la tête de leur mouvement de, disons, restauration du pouvoir au peuple. Et il faut dire donc que l'histoire, comme vous l'avez si bien dit, nous montre un homme, un leader qui est parti d'une façon plus ou moins impopulaire et qui est devenu celui-là qui aurait marqué de façon indélébile pendant une période assez longue. Indélébile parce que c'est 20 ans de gouvernance et qui aujourd'hui doit être normalement célébré comme il est aujourd'hui au Ghana et un peu partout dans le monde. Alors, qu'était le Ghana avant justement ce coup de force? Alors, lorsqu'on écoute les historiens, on se rend compte que le Ghana était un pays assez corrompu. Corrompu dans le sens où tout ce qui devait revenir à la société se retrouvait englouti par un groupe de personnes. Et ça, c'est arrivé juste après qu'on ait fait un coup d'État à Kwame Nkrumah, qui était en déplacement et qui ne pouvait plus continuer l'idéologie, la vision dans laquelle il s'inscrivait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez aussi énoncé cela. Il y a eu des exécutions sommaires par l'équipe Rawlings et ces exécutions étaient dans une politique de nettoyage de tout ce qui semblait être corrompu et nourrissait cet appareil de corruption qui existait et qui empêchait le pays de se développer. Un peu comme une purge.
Exactement, pas un peu, c'était carrément une purge. Et c'est ce qui exprime le mécontentement d'un certain nombre de Ghanéens jusqu'à ce jour, ceux qui ont été directement impactés par ces assassinations et qui estiment qu'il y a eu violation des droits de l'homme et que cela, quel que soit Alpha, les auteurs devraient être sanctionnés. Mais lorsque vous regardez ce qu'on appellera des bigger picture, vous regardez sur le plan général, le résultat est en faveur du développement de ce pays, parce que ce fut une époque où c'était réellement difficile de se lancer dans un processus de détournement de fonds. La corruption avait cédé place à l'intégrité, à la culture d'une certaine solidarité et d'un certain patriotisme qui a amené le Ghana à se retrouver là où il est aujourd'hui d'une certaine façon. Je me demande, moi, pour ma part, quand j'observe l'histoire de cet homme, comment est-ce qu'il en est arrivé là? Alors, il faut dire que lorsque vous observez réellement l'histoire de l'homme et lorsque vous l'écoutez parler de son histoire, il vous fait déjà comprendre qu'il n'a jamais voulu devenir président de son État, que sa passion c'était être un pilote. Et il s'est révélé que l'homme n'avait pas que des talents de pilote parce qu'il est devenu pilote. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Flight Lieutenant. Il a même remporté un trophée parce qu'il faisait partie des pilotes les plus habiles dans son domaine. Il a remporté un trophée et lorsqu'il est rentré, il avait aussi des talents d'artiste. Des talents d'artistes qui ne voulaient pas laisser paraître pour certaines raisons personnelles. Mais lorsque vous regardez l'homme qui n'était pas dans une dynamique de devenir un leader et qui estime que c'est sa passion pour la justice, sa passion pour le bien-être de sa communauté qu'il a finalement amené parce qu'il a fait 2 coups d'État et effectivement, dans aucun de ces coups d'État, son envie était de rester. Parce qu'on a vu qu'à chaque fois, il a remis le pouvoir à un civil. À chaque fois qu'il a mené un coup d'État. Mais il s'est avéré que le dernier coup d'État, il n'a pas voulu, mais son entourage lui a dit, mais écoute Rawlings, si personne n'arrive à faire demeurer dans la philosophie que tu sembles prôner, ben ce serait bien que tu nous montres et que tu nous donnes l'exemple. Le 23 octobre dernier, Rawlings tweetait par rapport à la situation politique en Guinée, je cite, « Les nombreuses vies perdues à cause de la tentative du régime de prolonger son mandat sont tout à fait inacceptables. Le président guinéen Alpha Condé doit faire mieux pour protéger le peuple et s'acquitter de son mandat. » Peut-on dire qu'il veillait activement et s'impliquait sur les questions de bonne gouvernance sur le continent? Non seulement il veillait activement à le faire, mais c'est ce qu'il a démontré lui-même. Lorsqu'on l'écoute et on lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu as décidé de partir d'un régime totalement, pratiquement dictatorial, parce que c'était un parti unique, et tu t'es retrouvé dans un régime de multipartisme et que tu as passé le pouvoir à coup fort ?» Il a dit qu'il pouvait garantir que si son gouvernement restait en place une seule journée de plus et qu'ils auraient perdu le soutien de la masse. Et il a insisté sur le fait que c'est le soutien de la masse qui permet à un chef d'État, à un gouvernement d'être légitime et de contribuer effectivement au développement de sa population. Il faut, en renforçant la pensée de l'homme, dire qu'il est difficile d'amener tout un peuple dans le bon sens lorsqu'il n'est pas prêt à aller dans le bon sens. Et c'est ce que les chefs d'État, en général, les leaders devraient comprendre. On ne force pas un peuple à aller dans le bon sens. Ce qui est certain, lorsque le peuple se rend compte qu'il est dans l'erreur, il revient toujours dans le sens qu'il faille, quel que soit ce que cela peut le coûter. Et c'est cette culture de l'erreur qui permet aussi d'apprendre, parce qu'on pense que l'erreur n'est pas bonne, mais parfois elle vous permet d'apprendre, de faire une expérience et de vous prendre résolument dans la direction qui vous permet d'avancer. Je pense que c'est le message que Rawlings était en train de lancer à ses pairs, qui continuaient à ne pas comprendre cette philosophie d'être toujours du côté de la masse d'une certaine façon, surtout lorsqu'il s'agit des questions de légitimité et de légalité. On reproche souvent aux Africains, ou du moins à leurs appareils démocratiques, de faire plus confiance aux hommes forts plutôt qu'aux institutions fortes. Ce choix ne s'est-il pas avéré payant pour le Ghana?
Oui, le choix s'est avéré payant. Mais s'il y a une chose que nous ne devons pas exclure de ce processus d'institutions fortes, c'est que la plupart des institutions fortes viennent de l'initiative de certains hommes forts. Lorsque vous regardez ce en quoi aujourd'hui le Ghana peut être considéré comme un État qui a des institutions fortes, vous comprenez qu'à un moment donné, le dit Rawlings a dû aller au-delà des considérations institutionnelles qui n'allaient pas dans le sens du développement de son peuple. Ce qui expliquerait les exécutions sommaires qu'on a eues. Parce que le système qui était instauré à l'époque au Ghana était un système qui ne garantissait pas le développement du pays. Et c'était des institutions plus ou moins fortes. Il a fallu un homme fort dans une dynamique assez forte pour éradiquer ce système qui ne permettait pas au pays d'avancer. Et c'est maintenant avec cet homme fort, avec son équipe assez solide, qu'on a pu installer d'autres institutions qui sont devenues très fortes aujourd'hui au Ghana, où il est difficile de déraciner ces institutions qui contribuent effectivement au développement de la communauté. Donc, certes, il faut des institutions fortes, mais il faut des hommes de vision, d'intégrité, pour installer ces institutions fortes. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir une institution forte. Il s'agit d'avoir une institution qui favorise le développement de la communauté. Et c'est ce qu'il faut souligner dans cette dynamique. Alors, de l'instauration de la démocratie au Ghana, quelles sont les leçons que l'on pourrait tirer? Les leçons que l'on pourrait tirer sont assez intéressantes. C'est la place prépondérante de débat, de la vision. Il ne s'agit pas juste des partis qui sont formés autour de quelques personnes qui sont considérées comme des icônes et qui sont considérées comme des personnes qui ne pourront que représenter valablement le parti, comme on l'entend dire dans certains pays africains, où on dit si telle personne ne se présente pas comme candidat du parti, eh bien, le parti ne pourra pas mener sa politique. Vous vous rendez compte qu'au Ghana, il y a réellement une culture idéologique, une vision, et que l'alternance, que ce soit au niveau de la présentation des candidats ou du leader, à qui on confie la gestion du pays est effective. Donc cette question de la culture d'idéologie au sein des partis politiques est une chose qu'on peut réellement apprendre du Ghana, et aussi le fait d'avoir des élections qui se passent souvent, pour la majorité des cas, en quiétude. Les jours d'élection au Ghana ne sont pas comme des jours où il y a possibilité de se retrouver dans une crise. Le Ghana en a connu très peu en matière d'élections. C'est toujours des élections où chaque parti sait ce qu'il a à faire, que ce soit les observateurs, que ce soit les acteurs politiques et aussi la communauté, la masse. Parce que lorsque vous regardez le taux de participation aux élections au Ghana, eh bien, on a eu une certaine croissance qui montre que les peuples, sinon la population ghanéenne, est de plus en plus intéressée par la façon dont son pays est géré, ce qui dénote du résultat intéressant que nous observons tous. J'avoue qu'on se demande à quoi est-ce que cela est dû. C'est quand même assez difficile à comprendre, hein, que du côté du Ghana, les élections se déroulent dans une telle quiétude, alors que dans bien d'autres pays africains, ces mêmes élections sont souvent source de tension. Oui, c'est effectivement un peu difficile à comprendre, mais lorsque vous y apportez un regard de près, vous comprenez. Vous voyez, le Ghana, dans la période, c'est ce qui explique pourquoi on tient tant à remercier Rawlings, surtout au Ghana, même si on n'est pas content de certaines choses qui ont été faites, c'est qu'il a façonné le citoyen ghanéen dans une certaine mesure. Il y a une notion de discipline et de respect pour l'institution qui a été installée et instaurée durant la période plus ou moins dictatoriale de Rawlings. Ce qui explique que lorsque vous vous retrouvez aujourd'hui, même dans les collèges ou dans les écoles ghanéennes, vous avez une autodiscipline qui s'observe. La culture de pouvoir se mettre dans un rang, la culture de respecter toutes les personnes qu'on appelle souvent senior et junior. Il y a cette culture. Vous voyez même des leaders qui se mettent en rang pour aller se servir parfois. Ce qui signifie qu'il y a un prototype de citoyen qui comprend la notion de discipline
et les voies de recours en matière d'expression de ces des déconvenus ou du fait qu'on ne partage pas les mêmes opinions que les autres existent et ils l'exploitent. Donc cette culture qui a permis d'avoir un certain prototype de citoyens ghanéens, aujourd'hui amène le peuple ghanéen à se comporter de cette façon. Et c'est ce qui manque dans un nombre de nos pays où il n'y a pas cette culture déjà au niveau des leaders eux-mêmes, et on ne saurait avoir cette culture au niveau des populations puisque les leaders sont censés impulser la dynamique dans laquelle devraient s'inscrire les populations. Voilà un peu ce qui pourrait expliquer ce calme visible dans la façon d'animer la vie politique au Ghana et le contraire dans la plupart des autres pays de la sous-région. On compare souvent le travail de Rawlings à celui de Thomas Sankara. Quelles sont les similitudes et les différences entre les deux hommes d'après vous? Alors, similitude, il faut dire que la vision est pareille. Et la méthodologie, l'approche dans la mise en œuvre de la vision. Pourquoi est-ce que nous le disons? Lorsque vous regardez les actions de Rawlings et ceux de Sankara, vous voyez que ce sont des gens qui s'identifiaient à leur peuple, qui n'avaient pas peur de se retrouver dans le même contexte que les peuples, c'est-à-dire le style de vie. Lorsqu'il y a un travail à faire, ils descendent sur le terrain, ils accompagnent le peuple dans la mise en œuvre et l'exécution de ces travaux. On a vu Sankara prendre l'appel, travailler aux côtés de ces populations pour la construction des routes. Rawlings l'a fait aussi au Ghana. Et il se permettait de dire que l'ami Sankara était un frère et que c'était dommage qu'il soit parti de cette façon. Donc, lorsque vous regardez Sankara et vous regardez Rawlings, vous voyez dans la vie de Rawlings ce que la vie de Sankara aurait pu donner si Sankara devait diriger le Burkina pour autant de temps. Sankara n'a fait que 5 ans pratiquement dans son leadership, mais il a accompli en 5 ans des choses importante. Mais lorsque vous regardez Rawlings pendant 20 ans, vous voyez que le résultat est compréhensible et acceptable. Donc les deux hommes étaient en matière de similitude, ils étaient dans la même vision et dans la même méthodologie par rapport à la vision. Vous avez la vision qui est un peu partout chez certains chefs d'État africains qui le disent, que c'est ce qu'ils souhaitent faire. Mais dans la méthodologie, on a cette absence de proximité entre le peuple et les leaders. Et Rawlings le souligne, il dit le soutien de la masse, c'est tout ce dont un leader a besoin pour pouvoir mettre en œuvre de façon effective sa politique. Les différences. Il faut dire que Sankara était beaucoup plus dans l'idéologie et dans l'approche humaine, beaucoup plus humaine de sa politique. Ce qui lui a coûté d'ailleurs la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Mais Rawlings était de cet acabit qui, malgré le souci qu'il avait, la considération qu'il avait pour l'humain, il a osé le pas. Et c'est ce qui explique ces exécutions sommaires. Il est difficile aujourd'hui de dire que s'il n'y avait pas eu ces exécutions sommaires, que le Ghana pourrait se retrouver là où il est aujourd'hui et que Rawlings aurait pu mener certaines actions qui lui ont permis d'être là où il est. Lorsque vous écoutez l'histoire de Sankara, il a été rapporté plusieurs fois qu'on lui a fait comprendre que même dans son équipe, il y avait des personnes à même de porter atteinte à sa vie et ainsi de mettre fin à sa vision et à sa démarche. Mais il a dit non, que même si ces personnes existaient, qu'il était prêt et ne se mettait pas dans une logique de porter atteinte à leur vie, qu'il était prêt à prendre le risque. Et nous voyons ce que cela a donné. De l'autre côté, vous avez Rawlings qui n'a pas hésité, avec toute son équipe, à mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qu'il considérait comme des personnes qui représentaient une menace à éliminer automatiquement si d'aventure sa vision d'un Ghana prospère, d'un Ghana qui est autosuffisant, comme le dit aujourd'hui le président Nana Akufo-Addo avec beaucoup de fierté, parce qu'il a aussi fait un travail, c'est une continuité. Il faut dire qu'il fallait mettre fin à ces personnes ou ces systèmes. Parce que des personnes, ce sont des maillons d'un système. Ce système de corruption qui empêchait le Ghana d'aller de l'avant. Et il a fait. Voilà la différence entre les deux hommes, que ce soit Sankara et Rawlings. Au final, Mandela ou Rawlings?
Mandela ou Pourquoi? Rawlings? Je dirais qu'il ne faut pas faire le choix entre Mandela et Rawlings parce que c'est deux hommes qui sont effectivement dans la même vision, mais qui se retrouvent dans des contextes très différents. Lorsque vous regardez le contexte de l'Afrique du Sud, il faut dire que l'Afrique du Sud est un pays qui a souffert beaucoup de l'apartheid. Un système qui n'était pas seulement un système de corruption, mais un système de discrimination et de, disons, maltraitance du peuple. Il a fallu qu'il y ait un homme d'une certaine crampe de vision. Vous voyez, Mandela ne pouvait pas forcément appliquer la méthodologie Rawlings en Afrique du Sud et s'en sortir vainqueur. Parce que Mandela a appliqué une méthodologie qui est celle de prendre les règnes de son pays et d'avoir le courage de pardonner à ces personnes parce qu'il a estimé qu'il se retrouvait dans un pays où on ne pouvait pas dire à ces Boers qui n'étaient pas sud-africains et où on ne pouvait pas dire aux Blacks South African, qu'ils n'étaient pas sud-africains, puisqu'ils constituent jusqu'à aujourd'hui la majorité de la population. Mais du côté de Rawlings, c'était pas cela. C'est déjà un pays qui avait une vision donnée, instaurée par Kwame Nkrumah dès les indépendances, et qui s'est écarté de cette vision lorsque Kwame Nkrumah a été évincé du pouvoir. Et c'est pour rétablir cette vision que Rawlings est revenu et a adopté une certaine méthodologie. Donc, les deux hommes sont des leaders respectables et qui ont une vision constructive pour les États, mais ils se sont retrouvés avec des peuples, des contextes qui sont largement différents. On comprendrait l'attitude de Mandela, même si de l'autre côté, il y a plusieurs personnes qui disent qu'il aurait pu procéder autrement parce que, certes, on a eu fin au système d'apartheid dans le traitement social et humain, mais lorsqu'on regarde à l'apartheid économique, on a vu que même après la fin de l'apartheid du système social, on a toujours eu ce décalage important entre l'économie des Blacks, South African, et l'économie des Boers, qui sont restés maîtres de l'économie, maîtres du système, et ont toujours continué d'une certaine façon à avoir une vie plus décente que ceux des Sud-Africains. Mais de l'autre côté, au Ghana, vous voyez un leader qui est venu, qui a rétabli le système, et tous les choose-makers qui avaient fui à l'époque où il était dans une politique d'austérité par rapport au système corrompus sont revenus au Ghana. On n'a plus de shoemakers ghanéens dans les pays limitrophes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des shoemakers qui sont d'autres nationalités, alors que le thème shoemaker, Chumeka, qu'on dit à tout bout de champ, vient du Ghana. Ces Ghanéens qui ont fui leur pays à l'époque, qui étaient venus dans les pays limitrophes, essayaient de vivre dans des conditions plus ou moins acceptables. Alors, Rawlings, Kérékou, j'ai envie de vous demander, quelles sont les similitudes selon vous? Un peu plus de similitudes. Lorsqu'on voit les systèmes que chacune des deux personnes ont adoptés, ils se sont inscrits dans la même logique. Et Kérékou a eu l'opportunité aussi de diriger pendant longtemps. Le problème s'est posé au niveau du résultat. On aurait pu avoir le même résultat qu'on a eu au Ghana, au Bénin. La différence, c'est que effectivement, Kérékou, dans sa dynamique, n'est pas allé aussi loin que Rawlings. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus le soutien de la masse. Ça veut dire que Kérékou et Rawlings ont compris l'utilité du soutien de la masse. Kérékou, à un moment donné, a cédé à la conférence nationale, pas parce qu'il avait peur de ses leaders politiques qui se retrouvaient en face de lui. Le président Kérékou a cédé à la conférence nationale parce qu'il a compris que la masse n'était plus de son côté. Et vous avez constaté qu'après cela, il est revenu pour un mandat parce que la masse s'est retournée vers lui, parce que la masse a compris que, bon, certainement, elle pouvait soutenir le président Kérékou dans sa vision. Mais là, il était déjà un peu trop tard, parce que le système qu'il soutenait et qui pouvait amener le Bénin à adopter un comportement de discipline, parce que c'est là où se trouve le gros nœud. Avoir des citoyens prototypés dans la discipline et le respect du sacré et du commun.
C'est ce que Rawlings a eu le privilège de cultiver avant de se retrouver dans un système démocratique qu'il a conduit lui-même. Vous voyez, la transition d'un système dit dictatorial au système démocratique a été conduite par Rawlings et il est resté au pouvoir après le système dictatorial, ce qui n'est pas le cas de notre président Mathieu Kérékou. Quel est selon vous l'héritage le plus important laissé par Rawlings? La discipline et l'intégrité. Et vous voyez même l'idéologie de Keep Ghana Clean, c'est parti de son époque. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez des Ghanéens qui sont fiers de cela et qui sont dans une discipline. C'est un peu lorsque vous allez dans les rues du Ghana et lorsque vous voyez des embouteillages. Vous ne voyez pas des embouteillages où vous voyez des conducteurs en train de conduire sur les trottoirs. Il y a une certaine discipline qui est restée, qu'il a pu instaurer et qui continue aujourd'hui à se faire ressentir. Donc ce système de discipline, de prototype du citoyen qui pourrait faciliter le développement est l'un des héritages les plus importants du président Rawlings, même si cela lui a coûté une partie de son humanité. Parlons donc des échecs notables de l'homme à présent. Le projet de faire du Ghana le Singapour d'Afrique a eu du plomb dans l'aile sous les différents mandats de Rawlings. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Oui, c'est très compréhensible dans le sens où on parle de capacité économique. Vous savez, c'est très difficile pour un État, malgré toutes ces idéologies ou toutes les différentes planifications qui vont dans le sens de se développer, si elles n'arrivent pas à avoir l'économie qui accompagne le développement. Et dans sa philosophie, Rawlings n'avait pas forcément le soutien de la communauté internationale puisqu'il ne s'inscrivait pas à l'époque dans la philosophie qui permettait d'avoir du soutien financier. Et nous parlons ici du soutien financier. Donc cette économie, pendant son gouvernement, on a vu plusieurs fois la monnaie ghanéenne perdre de la valeur et on a vu des opportunités dans le système international qui étaient refusées au Ghana. Donc il a fallu au Ghana de démanteler cette capacité à pouvoir s'autosuffire. Et ce qui expliquait le fait qu'à un moment donné, durant son mandat, les étudiants, les élèves ont dû cesser d'aller à l'école pour aller dans les plantations, pour rendre le cacao suffisamment considérable pour pouvoir apporter de l'économie dans le pays et permettre au Ghana de se développer. Donc l'idéologie du Singapour d'Afrique a eu un frein réel qui est celui de l'économie. Il fallait trouver le financement et le Ghana, qu'on le veuille ou non, certes, a de la ressource, mais lorsque vous avez de la ressource, des ressources naturelles, il faut bien trouver des acheteurs. Et c'était là où se trouvait le problème, trouver des acheteurs qui comprennent la philosophie et qui sont prêts à soutenir cette philosophie. Alors, Rawlings est très peu connu de la nouvelle génération, malheureusement. Quel message adresseriez-vous à cette jeunesse en perte de repères? Alors, c'est de trouver les repères et de comprendre qu'il y a des repères. Et ces repères se retrouvent dans l'histoire. Pas l'histoire comme racontée forcément par la communauté internationale, mais qu'il faille eux-mêmes aller à la source, essayer de comprendre, de faire des recherches comparatives. Parce que lorsque vous vous intéressez un peu à Rawlings ou à Sankara, ou à d'autres leaders qui ne sont pas très connus, mais qui ont réellement contribué à mettre en place une philosophie, un système de développement. Même lorsque vous remontez dans l'histoire des royaumes, l'Empire Mandingue et bien d'autres royaumes africains, vous vous rendez compte que l'Afrique ne manque pas de repères. C'est juste que ces repères qui peuvent nous permettre de sortir du système précaire dans lequel on se retrouve, puisqu'on est du moins nourri parce que les autres, en général, quand je dis les autres, ceux qui ne sont pas forcément africains et qui ne s'inscrivent pas dans une dynamique du développement de l'Afrique, nous donnent de l'Afrique et de ce que devrait être l'Africain. Donc il est temps pour les jeunes d'aller chercher leurs repères, de ne pas attendre qu'on leur donne des repères, parce que c'est ce que ces leaders-là ont fait. Ils ne se sont pas contentés de se plaire dans les repères qui étaient donnés par la communauté, mais ils sont allés au fond puiser
et identifier ce qui pourrait servir de repère pour développer les États. Donc nous, jeunes, nous devons faire ce travail d'aller rechercher les repères, de fouiller dans l'histoire, de mener des études comparatives, de faire des débats qui nous permettent d'identifier ce que serait et devrait être notre façon de voir pour le développement de notre communauté. Merci à vous, Monsieur Assoba. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste en relations internationales. Ce fut un réel plaisir, comme toujours. Plaisir partagé. On espère vous retrouver une fois de plus, très vite sur ce même plateau. Ce sera tout, chers amis, pour Convainc-moi de ce jour. Cette émission se poursuit à présent. Je suis Dada Alafia. Oh, je sais. Vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia? Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1. L'identification. Pour votre identification, 2 possibilités. Soit les SFD viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit si vous donnez la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous.